En 2005, donc Jacques Chirac soumet au référendum le TCE, le traité constitutionnel européen, et donc la gauche s'organise pour une campagne du non, avec une fracture aussi que l'on connaît. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc pourquoi avoir mobilisé pour le non ? Tu me permets de commencer, Marie-Georges ? Bien sûr. Bon, il se trouve qu'on était au Parti socialiste à l'époque. Ouais. Et qu'on menait une bataille sur la rupture programmatique, sur la question du capitalisme, de l'écologie politique et de la construction européenne, qui était une construction libérale. Et là, Chirac propose un référendum pour graver dans le marbre une constitution libérale. Donc il y a un certain nombre de forces qui s'élèvent dans le pays, au premier rang desquels, d'ailleurs, le Parti communiste comme force organisée. Et puis nous, on était un peu en fraction dans le Parti socialiste parce qu'on avait créé l'Association pour la République sociale à l'automne 2004, qui était une petite structure de plusieurs centaines de militants, mais très organisée autour d'un programme qui était celui de ne pas accepter la construction libérale de l'Europe. Donc, à l'issue de ce que le Parti communiste avait commencé à faire en septembre 2004, je crois, on a mis un coup de pied dans la porte en janvier 2005 avec Jean-Luc et on est sorti dans la rue. Et je crois même que, notamment, c'est à Toulouse qu'on est sorti en premier avec des affiches « Pour moi, c'est non » sur des bouts de carton et qu'on a montré qu'il y avait des socialistes en rupture avec la logique libérale. Et ça a été quelque chose d'annonciateur pour la suite, parce qu'il y a un certain nombre d'autres dirigeants du Parti socialiste, à commencer par Laurent Fabius, Montebourg, Manuel Valls à l'époque, qui a été sur le non, pour le oui, pour le non et pour le oui, je crois, en l'espace de quelques semaines. Et puis après, on a fait les comités pour le non, avec le PC, avec Attac, avec la LCR, avec plein d'autres composantes, la gauche des Verts, etc. Et puis la mayonnaise a pris difficilement, mais... Elle a pris difficilement parce qu'il a d'abord fallu expliquer. Voilà. Ce traité, ce projet de traité constitutionnel, c'était un document extrêmement copieux, rédigé comme un traité, pas facilement compréhensible. Et je me rappelle que Francis Wurst, qui était député européen, avait fait un travail pour vraiment nous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur de ce traité. Ensuite, l'Humanité a fait un effort considérable, le journal L'Humanité, pour donner des éléments. Donc, dans les premières semaines de campagne, on a joué un rôle, en fait, de révélation sur le contenu même du projet de traité constitutionnel. Et c'est ce qui a permis que la campagne prenne son ampleur. C'est que les gens étaient... Une fois qu'ils avaient compris, ils étaient convaincus quand même qu'il fallait s'opposer à cela, que ça allait vraiment imposer ce régime libéral dans tous les pays européens, faire en sorte que les gouvernements français n'aient plus la même marge de manœuvre, etc. Et petit à petit, la campagne s'est confortée, parce que les gens ont expliqué, y compris moi je me rappelle les repas de famille, on disait attention les repas de famille si on aborde le problème du traité, les gens expliquaient que dans tel article il y avait ça, et du coup ils convainquaient d'autres personnes. Il n'y avait pas que les militants et militantes, il y avait aussi des gens qui eux-mêmes se faisaient acteurs, et je disais... C'était le début aussi de la place du net. Et il y a eu des juristes qui ont fait des articles. Et les gens ont commencé à se saisir de ce dossier. Et ensuite, ils ont pu lâcher le morceau, quoi. C'est vrai que... Bon, d'abord, moi, je voudrais quand même rendre hommage à ce que le PC a fait sur la première période, qui a consisté à expliquer de manière pédagogique quelque chose d'extrêmement compliqué en des termes beaucoup plus simples, c'est-à-dire en des termes d'agitation politique, en sortant les éléments clés, les arêtes, etc. Nous, à notre niveau, pour la République sociale, on a sorti une petite brochure à 1 million d'exemplaires quand même, qui s'appelait « Dans électeurs, il y a lecteurs ». Donc ce qui est intéressant, c'est la rencontre entre le fait que des organisations démocratiques se soient donné la peine d'expliquer aux citoyens, et les citoyens qui se sont sentis respectés par ces organisations. Et il y a eu ce point de jonction où notre peuple, qui est quand même un peuple révolutionnaire, un peuple éduqué, un peuple citoyen, politique, a retrouvé l'exercice plein et entier de sa citoyenneté,
qui étaient d'habitude confisquées et ignorées par la classe dirigeante. Et là, c'est... Et pourtant, les tenants du oui ont mené une campagne difficile, parce que très souvent dans les médias, on essayait de mélanger les hommes et les femmes de gauche qui votaient non pour justement une Europe du progrès, etc., avec le non prôné par l'extrême droite. On essayait toujours de nous mettre dans le même pot. Et puis, il y avait des dirigeants de gauche qui prenaient position très nettement pour le oui. Et qui essayaient d'influencer, notamment Lionel Jospin va essayer d'influencer l'électorat socialiste et tout. Et il fallait à chaque fois, il y avait toujours des moments où il y avait un peu de flottement, mais chaque fois qu'on faisait appel à l'intelligence des gens, à leur connaissance du dossier, les gens disaient oui, non, faut pas céder. Allez, faut y aller, faut pas céder. Jusqu'au bout. Voilà. Il y a eu une grande grève interprofessionnelle début février 2005. Qui était très porteuse de revendications. Et le nom, quelques mois avant le scrutin, qui a eu lieu donc le 29 mai, et puis il y a eu beaucoup de réunions publiques partout dans toute la France, etc. Et il y a eu des gros meetings. Et notamment celui de Toulouse du 13 mai 2005, auquel Marie-Georges a participé. J'étais l'un des organisateurs de ce meeting, donc je m'en rappelle. Il y avait Marie-Georges, donc il y avait José Bové, il y avait Besancenot, il y avait Attaque, Suzanne Georges, il y avait Jean-Luc, et puis Francine Bavet aussi, je crois. Et là, ça a été un point de bascule. D'abord parce qu'il y avait 6000 personnes dans la salle, hall 5 du Parc des Expos à Toulouse, mais parce que toute la gauche était représentée autour du non. Et donc là, il y avait une culture commune en action qui démontrait que quelque chose était possible. Et je crois que ça a été un des points de bascule de la campagne. Et il faut vraiment rappeler cela, parce que la gauche était aussi diverse qu'elle l'est aujourd'hui. Et dans ces meetings, on se retrouvait tous sur le même objectif, faire en sorte que ce traité ne s'impose pas. Mais on le faisait chacun avec notre apport propre. Personne ne cachait quelque chose dans son discours. On parlait, moi en tant que communiste, d'autres en tant que socialiste, en tant qu'écolo, etc. Mais on avait le même objectif, faire gagner le peuple, faire gagner une Europe du progrès, une Europe sociale. Et donc, les gens le sentaient. Ils voyaient bien qu'on n'était pas en train de faire un truc pas clair. Non, on était clair, on disait ce qu'on avait à dire, mais on était ensemble. Et c'est ça qui a créé une dynamique formidable. Et je trouve que ça serait bien qu'on soit capable de faire la même chose aujourd'hui. C'est une bonne source d'inspiration, effectivement. Voilà. Et surtout que du coup, donc c'est pour schématiser, on n'est pas seulement donc sur une réunion de courants de gauche qui se retrouvent en fait sur une question commune. On est sur quelque chose qui crée un au-delà en fait, qui rassemble plus largement dans la population et qui trouve un écho. Qui donne à voir autre chose et donc de fait une forme d'alternative, puisque le fait qu'il y ait tous les courants de gauche, y compris les courants sociaux, les courants associatifs, les courants syndicaux qui sont là, il y avait un espèce de nouveau front populaire avant la lettre qui était à la tribune et qui donnait à voir à la fois cette culture commune en action, cette dynamique, mais aussi le fait qu'avec ces gens-là, on peut écrire une autre page de l'histoire. Et puis je pense que les gens étaient fiers. Pas simplement les militants et militants, mais les hommes et les femmes qui avaient voté non à ce traité, qui avaient donc gagné, ils étaient fiers de cette victoire. Ils l'avaient construit quelque part, comme tu l'as dit, ils l'avaient construit avec les forces politiques, mais ils l'avaient construit eux-mêmes par leur par ce qu'ils disaient autour d'eux, par ce qu'ils faisaient autour d'eux. Et donc il y avait une fierté, une fierté d'avoir gagné. Le peuple avait gagné, et c'est pour ça que lorsqu'ensuite le pouvoir gifle cette victoire, en ne respectant pas la décision du peuple de France, les gens se disent mais alors à quoi ça sert toute cette mobilisation si on gagne et puis hop, on nous impose quand même. Donc là aussi c'est une leçon. Je veux dire, à partir du moment où la démocratie fait en sorte que le peuple reconquiert des droits, reconquiert une possibilité d'agir, de décider, il faut respecter cette démocratie. Sinon, après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des poussées réactionnaires un peu partout en Europe et en France, parce que le peuple a l'impression qu'on ne respecte pas
ces engagements, on ne respecte pas ces votes et les décisions et ces victoires. C'est sûr que ça a été, le traité de Lisbonne a été une gifle, mais ça a été un divorce démocratique. Et on va dire que c'est une vraie fracture parce que c'est le début de l'éloignement d'une grande partie de la population et du fait que l'abstention devient un acte politique parce que les gens ne font plus confiance dans la parole qui est donnée. Et ça, c'était extrêmement grave. Et cette dynamique, parce que c'était quand même une victoire, comment c'est possible qu'après une victoire à 55%, 2 ans après, la gauche n'arrive pas à s'unir et on se retrouve avec Nicolas Sarkozy, président de la République? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu une tentative de donner une suite à ce rassemblement de la gauche au moment du référendum. Il y a eu la création des comités antilibéraux qui ont fonctionné. Mais ils se sont heurtés à quoi? Ils se sont heurtés à l'élection présidentielle, où chacun, et le Parti communiste et moi-même, on a estimé qu'on devait avoir notre candidat pour porter nos idées, pour porter, etc. Et donc, la gauche, au lieu de se mettre d'accord sur une candidature commune, à partir de ces comités antilibéraux, échoue et va disperser à l'élection présidentielle avec les résultats qu'on sait, parce que, quelque part, les électeurs et les électrices vont nous le faire aussi payer, cette division. Parce que, pour eux, c'est quelque part une non prise en compte de ce qu'ils avaient vécu à travers le rassemblement sur le non au traité constitutionnel. Ils avaient vécu cette dynamite, cette joie, cette victoire. Et puis, à l'échéance qui arrive juste après, on dit, ben non, désolé, on part chacun de notre côté. Ben, les gens nous disent, bon, ben, si c'est ça, alors... c'est sans moi. Ouais. C'est la rupture démocratique. Oui, je pense que Marie-Georges a raison, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille un petit peu plus loin, y compris pour notre propre courant à nous. C'est qu'il y a un chaînon manquant entre la réappropriation du fait citoyen et du fait politique dans la campagne qui fait que le non de gauche donne une dynamique majoritaire au non, et le fait que ça s'incarne à un moment donné dans la fonction présidentielle sur une personne. Il y a peut-être un chaînon manquant sur le fait qu'il aurait peut-être fallu précipiter l'accélération d'une recomposition politique organisée sous la forme d'un mouvement ou d'un nouveau parti. Et peut-être que, à la lumière des événements, on peut se dire que nous, on aurait dû sortir peut-être plus tôt du Parti socialiste pour faire la proposition qu'on s'est faite ensemble sur la question du front de gauche après, dont on a d'ailleurs discuté bien avant 2009, parce que moi je me rappelle... Ça intervient quand du coup alors? Ah, pardon? Ça intervient à quel moment Après l'élection présidentielle de 2007, ouais. On voit bien les résultats, on est lucide quand même. Et voilà, moi j'ai lancé cette idée du front de gauche à la fête de l'humanité. Je me rappelle que Jean-Luc a très vite réagi par rapport à cette proposition et on a commencé à construire. Moi, mon idée, c'était pas de dépasser, pas de dépasser les partis tels qu'ils existaient à gauche, mais c'était de créer un front qui permettait vraiment d'avoir une sorte de fédération des partis de gauche. Voilà, c'était ça mon idée. Pour que justement on n'ait plus ce problème à chaque fois de la représentation à chaque élection de tel ou tel parti, etc. Qu'on soit capable de, même si nous gardions nos organisations, si nous gardions notre histoire bien sûr et nos propositions parfois un peu diverses, mais une fédération qui sur les grands objectifs pouvait parler d'une seule voix. C'était ça l'idée. Tout à fait, mais alors, il y a la question de donner à voir, encore une fois, quelque chose qui est supérieur à ce qu'on a dans l'existant dans chacune de nos organisations, pour que les gens aient encore l'impression qu'il y a une alternative qui est en train de se créer. Ça pose la question du programme, dont l'axe de rupture, la centralité du programme, a été posée par le non de gauche en 2005. Donc ça, et c'est vrai qu'à partir de 2007, même, vous avez eu le congrès du Bourget, je crois, c'était en 2007, auquel on était, et on avait déjà commencé à évoquer ces questions-là, qui ensuite ont été faites sous la forme de ta proposition à la fête de l'UMA, et puis après, il y a eu une accélération des choses,
puisque en novembre 2008, on est sorti du PS au moment du congrès de Reims, et qu'on a officiellement constitué, si j'ai bonne mémoire, le Front de gauche en début 2009. Quoi. Et puis ensuite, il y a eu quand même cette campagne présidentielle la suivante, de 2012, avec la candidature de Jean-Luc, qui quand même porte cette idée du rassemblement. Moi, je me rappelle quand même de ces meetings durant cette campagne où on retrouve quelque part la même dynamique et la même joie de participer à cette aventure qu'en 2005, au référendum. On a des publics où des hommes et des femmes venus de différentes sensibilités à gauche se retrouvent. Et c'est une campagne qui est très joyeuse, enfin, qui est très porteuse d'idées, voilà. Donc, on aurait dû poursuivre après. Voilà. On aurait dû, à partir de cette campagne, construire vraiment ce front de façon beaucoup plus, je dirais, organisée. Et permanente. Je suis bien d'accord. Donc là encore, il s'est passé des événements. Alors je ne veux pas revenir à Toulouse en permanence, mais enfin, on a quand même fait la place du Capitole en 2012. Après la grande marche du 18 mars avec la Bastille, qui était énorme, on a fait 2 fois la boucle là. À Toulouse, il y avait 60 000 personnes. Moi, j'étais en contact avec la préfecture. Ils avaient compté 53 000. Donc, on avait annoncé 60 000, donc on n'avait pas fait de la gonflette. Et c'était 2 fois la place du Capitole, quand même. Donc, c'était 2 fois le général de Gaulle en 1945, quand même. C'était pas ça le challenge. Mais c'est un contexte où c'est pas seulement. Et là, on a donné à voir. Bon, là, c'était Pierre Laurent qui était intervenu pour le PC à l'époque. Et là aussi, il y avait les composantes. Il y avait Myriam Martin qui sortait du NPA. Donc on était sur quelque chose qui était en train de bouillonner. Les gens étaient à l'assaut de la ville, mais de manière joyeuse, progressiste, citoyenne. Et c'est vrai que ça méritait de se poursuivre. Mais bon, il y a d'autres élections qui ont rattrapé d'autres logiques et qui ont fait que l'aventure du Front de gauche n'a pas continué après. N'a pas continué. Ouais. Et on peut continuer aujourd'hui maintenant avec le NFP et la NUPES. À chaque fois, que ce soit la NUPES ou le Nouveau Front Populaire, ça a créé de l'espoir à gauche. D'ailleurs, ça a permis d'élire des députés en nombre important, même majoritaire après la dissolution. Le problème, c'est que les hommes et les femmes de ce pays sont des individus intelligents. On fait un accord, on fait une élection, ensemble, à gauche, le Nouveau Front Populaire, et on a à peine rangé les bulletins de vote qu'on commence à se tirer mutuellement dessus. Qu'on commence à expliquer pourquoi on est vraiment en désaccord sur tel ou tel point. Là, qu'est-ce qu'on est en désaccord, au bout d'un moment, moi je suis électeur, électrice de gauche, je me dis, mais vous moquez de nous là? Ça va bientôt se terminer cette affaire? Vous nous dites que vous êtes unis, on vote pour vous, on a espoir. Et puis on découvre que, non, vous ne marchez pas ensemble, vous ne faites pas ensemble. Vous ne portez pas le programme du Nouveau Front Populaire ensemble. Pourtant, il existe ce programme. Il est là. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a l'impression que... J'avais un article dans un journal récemment où ils avaient comptabilisé le nombre de candidats possibles à droite et à extrême droite et le nombre de candidats possibles à gauche. Oh, ça faisait beaucoup, hein. Ça faisait beaucoup. Mais vous croyez que l'urgence en ce moment, là, aujourd'hui en France, l'urgence, c'est de savoir qui va être candidat de tel et tel parti. L'urgence aujourd'hui en France, c'est d'organiser des débats citoyens. C'est de faire en sorte que les gens se réapproprient la politique. On devrait tous ne s'occuper que de ça. Que de ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ma ville, créer un front populaire local où on organise des rencontres, des débats, où on va en direction des hommes et des femmes. Parce que ce qu'il faut faire, c'est faire bouger dans les têtes, faire en sorte que les gens s'emparent de propositions progressistes, novatrices, etc., pour ensuite les porter tous ensemble au moment électoral. Les gens, à la limite, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de savoir, à la fin, qui va porter ça?
Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un de bien, de sérieux, un homme ou une femme, mais l'essentiel, ça va être quand même le contenu et la dynamique populaire. Ah, tu as raison, le programme, on l'a. Donc, voilà. Il y en a qui sont descendus du train, donc je ne donnerai pas de nom, mais de notre point de vue, on pense que le cap qui a été donné sur la victoire du nouveau Front populaire, parce que c'est une victoire, même si la majorité est relative, c'est une victoire. Et là, encore une fois, il y a un centre de gravité, de rupture avec la politique du capital, pour parler de manière générique. Bon. Et on a quand même le sentiment qu'il y en a un certain nombre qui, de colloques en conclave et de non-censure en dilution, essayent de noyer ce qui a justement été l'exigence populaire, qui est double. Il y a à la fois une exigence populaire de réaction par rapport à l'extrême droite pour faire en sorte que l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir après son succès électoral des élections européennes, mais là, encore une fois, d'avoir un arc de force du nouveau Front populaire, dans lequel il y avait d'ailleurs les syndicats, les associations, etc. Donc, nouveau Front populaire, comme le Front populaire de 1936, même si c'est pas le même nombre de gens qui étaient organisés, que les situations historiques sont pas les mêmes. Mais ça donnait encore une fois à voir qu'il y avait une alternative sociale et politique et culturelle possible. Donc là, nous, on est toujours là-dessus. Alors après, il y a des questions de forme dont on peut parler. Mais les questions de fond, c'est notamment l'attitude par rapport au gouvernement Bayrou, c'est l'attitude par rapport aux questions internationales dont tu parlais en début d'émission. Si on prend la situation proche-orientale, l'atlantisme, et pour nous, la question de la paix et du non-alignement, qui sont des questions fondamentales, on est toujours là-dessus, parce que effectivement, il faut que les gens puissent se réapproprier la politique, mais on est aussi là pour faire avancer la question de la conscience de classe, de la conscience républicaine, de la conscience écologique, etc., qui sont liés aux éléments du programme pour le rendre vivant, quoi. Lorsqu'on parle d'un nouveau Front populaire, c'était l'idée d'une rupture avec la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ouais. Aussi bien au plan économique, social, mais aussi au plan des libertés, de la démocratie, des droits des individus, et je pense notamment aux droits des femmes, etc. C'est bien une politique en rupture que nous voulons mettre en œuvre. N'importe comment, si on ne porte pas cette politique de rupture, on n'arrivera pas à faire bouger les choses. On va s'envaser. Voilà. On va s'envaser. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait un gouvernement qui se construise sur cette base, il ne sera pas capable de transformer la vie quotidienne des Français et des Françaises. Il n'en sera pas capable. Si on ne fait pas une rupture nette, regardez les questions budgétaires. Si on ne revisite pas l'impôt sur les plus riches, etc., on pourra toujours expliquer aux gens que il faut bien quand même supprimer un peu les services publics, parce que quand même, puis l'aide sociale, et puis quand même les remboursements maladie, tout ça, ça coûte cher. Donc il faut bien une rupture, y compris par exemple dans l'élaboration du budget de la France, où on va s'en prendre à ceux qui pillent la France et qui font leur richesse. Absolument. Voilà. Bon. Alors ceux qui ne sont pas sur un discours tel que celui-ci, quelque part, racontent des histoires à nos concitoyens et concitoyennes. Parce s'ils arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas capables de faire bouger les choses par une politique de compromis. Donc la rupture, elle est nécessaire pour changer la vie des hommes et des femmes de ce pays. Bon, c'est sur cette base-là qu'il faut construire. Et c'était quelque part la base du programme du Front populaire. Il faut peut-être encore l'enrichir, le travailler. Bon, bien sûr, un programme, ça peut toujours s'améliorer avec la vie des citoyens et des citoyennes. Mais on a quand même l'essentiel. Donc c'est sur cette base-là qu'il faut construire l'alternative. Et j'ai envie de dire, trouvons le chemin, mais ça ne doit pas être si compliqué que ça, pour qu'ensuite ça se traduise au moment de l'échéance des municipales, par des rassemblements locaux du nouveau Front populaire, que ça se traduise demain au moment de la présidentielle par un rassemblement, etc. Il faut trouver le chemin, mais on doit pouvoir y arriver. C'est pas si compliqué de trouver des chemins d'un accord pour avoir tel ou tel homme ou femme tête de liste dans une commune, composer la liste à parité dans ces communes, et puis chercher le ou la candidate qui pourra mieux porter cette politique de rupture pour la présidentielle. On doit pouvoir trouver ce chemin.
c'est une urgence. C'est une urgence, d'autant plus qu'il y a quand même la question de l'extrême droite et de la montée du fascisme, voilà, au niveau international et en France. Donc il y a un sentiment de responsabilité nouveau qui n'est pas simplement celui d'ailleurs des organisations politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau syndical, etc., certains nous renvoient à la question de la charte d'Amiens, qui était à l'époque... pour se préserver des groupes politiques ou des chapelles socialistes à l'époque où il y en avait plusieurs sous Jaurès, on est dans une situation où chacun doit comprendre qu'il faut un front unique contre l'extrême droite de toutes les organisations, et ça n'empêche pas les organisations d'être dans leur champ propre, associations, collectifs, syndicats, partis, d'avoir leur propre programme, leurs propres canaux, mais d'agir ensemble, parce qu'il y a quand même notre pire ennemi qui est aux portes, quoi. Et ça, c'est très important dans la période. Bien sûr. Et puis, si on veut rassembler la société, c'est-à-dire faire en sorte que les hommes et les femmes aient plaisir à vivre ensemble, aient plaisir à débattre, à se confronter, aient plaisir à construire des choses nouvelles ensemble, etc., il faut que nous, on donne à voir que les partis politiques, les hommes et les femmes les plus engagés dans la vie militante de tous les jours, sont capables aussi de faire ça. Sont capables de se mettre ensemble, de partager, de construire ensemble. Parce que on ne peut pas donner des leçons aux citoyens et aux citoyennes en disant, voilà... Et puis nous, se comporter comme on se comporte aujourd'hui à gauche. Il faut qu'on donne à voir de notre capacité de ne pas jouer perso, mais de jouer pour le commun, pour le collectif. Et peut-être que ça donnera envie à beaucoup d'individus sur notre territoire de jouer aussi collectif. Peut-être. Et on va devoir pas tarder vous libérer, parce qu'il est 30. Et si vous aviez un mot aussi à donner pour cette jeunesse qui attend aussi d'avoir un débouché politique et on puisse construire en tout cas notre projet politique et le porter aux responsabilités, c'est un mot sur ce qui vous inquiète le plus sur la génération actuelle et finalement les défis qu'elle doit dépasser selon vous? J'ai envie de dire que beaucoup de jeunes sont engagés quelque part. Quand vous allez dans des associations, il y a des jeunes qui sont là, qui mouillent la chemise. On a vu comment beaucoup de jeunes sont présents dans les manifestations pour la paix, dans les grandes manifestations sur les retraites. Beaucoup de jeunes étaient de ces manifestations. Donc les jeunes sont pour beaucoup engagés, peut-être de façon différente que les générations précédentes l'ont été. Et j'ai envie de leur dire, c'est ce que je dis souvent quand je vais faire des débats dans des lycées ou des collèges, que s'engager, c'est gagner en liberté. Plus vous êtes un homme ou une femme engagé sur des valeurs, sur une cause, sur un combat, plus vous êtes libre. Plus vous êtes un individu qui est vraiment maître de son dessein. Voilà. Donc j'ai envie de dire aux jeunes qui ont pris quand même plein de coups. C'est la génération qui a pris le Covid, quand ils avaient 13-14 ans, qui se prend les conflits armés, qui se prend tout cela, les difficultés dans les études, etc., etc. Quand on voit que le nombre d'étudiants qui ont faim aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Bon, c'est une génération qui se heurte à de grosses difficultés. Et pourtant, nombreux sont parmi eux qui sont engagés. Et j'ai envie de leur dire, voilà, c'est un message de liberté. Engagez-vous parce que ça va vous permettre d'être des hommes et des femmes à part entière et qui vont beaucoup apporter à la société et donc à eux-mêmes, automatiquement à eux-mêmes. Marie-Georges a dit ce que je voulais dire en 2 mots. Et donc je suis très content d'abord de cet échange et de ces points de convergence. C'est à la jeunesse, engagez-vous pour vous émanciper. C'est ça, en gros, la question, parce que l'émancipation est au cœur de notre projet. C'est l'idée de devenir des citoyens libres. Et pour devenir des citoyens libres, il faut lire, il faut discuter, il faut échanger, il faut se confronter, mais il faut aussi se mobiliser, il faut manifester, il faut faire des luttes partout où on est, dans les entreprises, pas simplement dans la rue. Il faut bloquer le système quand il faut le bloquer. Et il faut arriver à le débloquer par la force collective. Voilà, je crois que c'est un peu le sens de ce qu'on voudrait porter comme message aujourd'hui.
Tout à fait. Et merci beaucoup Marie-Georges Merci à vous. pour votre temps. Merci.